Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19h. Nous sommes le mercredi 17 avril et voici les titres. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur les routes de la Principauté. Depuis lundi, une voiture équipée de scanners sillonne Monaco. Mais dans quel but? La réponse à suivre dans ce journal. Les commissaires de course effectuent les derniers réglages avant les 3 prochains Grands Prix. Nous vous emmènerons assister dans quelques instants à la réunion qui s'est tenue hier à l'Automobile Club de Monaco. Notre invité ce soir sera Christophe Caïteux. Le co-gérant du Miami Plage reviendra sur l'affluence record au Larvoto, notamment grâce aux différents événements qui se tiennent en Principauté. La première édition du Forum des universités étrangères a eu lieu ce mercredi. Il est à destination des lycéens qui ont pu rencontrer 16 des plus prestigieuses universités européennes. Les championnats d'Europe des nations de squash ont débuté en Roumanie. Vous pourrez découvrir le dernier entraînement des Monégasques avant leur grand départ à Bucarest. Direction New York pour débuter ce journal et plus précisément au siège des Nations Unies. Hier s'y est tenue une réunion thématique de haut niveau sur le tourisme. Elle a réuni les États membres et responsables de la société civile. L'objectif était de discuter des stratégies et partager les meilleures pratiques pour promouvoir un tourisme durable et résilient. La Principauté a bien évidemment pris part à cet événement. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'ambassadrice Isabelle Picot. Elle revient sur les enjeux de cette réunion au micro d'Alexandra Pani. Cette réunion sur le tourisme durable est en fait la deuxième réunion d'une semaine dédiée à la durabilité qui a été souhaitée par le président en exercice de l'Assemblée générale. Donc hier s'est tenue la première réunion sur la dette, aujourd'hui le tourisme, demain ce sera le transport, puis la connectivité des entreprises et enfin l'énergie. Et la semaine sera conclue par le président, par un appel à l'action du président de l'Assemblée générale. Il était important de souligner, puisque Monaco est aussi une destination touristique de renom, mais également l'hôte d'événements sportifs majeurs, où donc il est très important de souligner ce que fait la Principauté pour le tourisme durable, sachant que ça représente 9% du produit intérieur brut et que le secteur du tourisme est le deuxième employeur en Principauté. Donc il était important de souligner combien le livre blanc a contribué à faire émerger pour tous les acteurs impliqués dans l'industrie touristique en Principauté des priorités. Donc le cadre stratégique et ses indicateurs également adoptés récemment par la Commission des statistiques de l'ONU, tout ça appelle à la même utilisation du tourisme pour la réalisation des ODD. Notre contribution a aussi mis en exergue le fait que Monaco fait partie du Global Destination Sustainability Index et est également signataire de la déclaration de Glasgow sur l'action climatique dans le tourisme. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver le discours concernant la contribution de la Principauté sur le site internet de l'Organisation des Nations Unies. Le président du Conseil national a accueilli ce mardi 16 avril le sénateur Dominique Estrosi Sassone. Il s'agissait d'une visite de courtoisie pour perpétuer les liens d'amitié et de coopération entre la France et Monaco. Ils ont notamment abordé plusieurs thématiques communes aux deux pays, comme le logement des salariés français, l'urgence de l'amélioration de la mobilité entre les Alpes-Maritimes et Monaco, ou encore le renforcement de l'attractivité professionnelle en Principauté. Et pour faire avancer tous ces projets cruciaux, Thomas Brézot et Dominique Estrosi Sassone travaillent sur l'organisation prochaine d'une réunion en Principauté du groupe d'amitié France-Monaco entre les conseillers nationaux et les sénateurs. Je vous le disais en titre, une voiture un peu particulière parcourt en ce moment même la Principauté. Équipée d'antennes satellites et de scanners, elle renouvelle le jumeau numérique de Monaco. Plus d'explications avec Anaëlle Marquez et Olivier Bonello. Vous l'avez déjà peut-être croisé sur les routes de la Principauté. Depuis lundi, une voiture équipée de scanners sillonne Monaco. Et hier matin, elle se trouvait sur le Rocher. L'objectif, faire une captation 3D de l'ensemble du territoire monégasque et des communes limitrophes.
L'objectif de cette campagne, c'est de reproduire Monaco en 3D et de créer ce qu'on appelle le jumeau numérique de la Principauté. Alors ce jumeau, il existe déjà depuis quelques années. Là, l'objectif, c'est de faire une refonte globale de ce jumeau numérique dans un niveau de définition, un niveau de qualité qui est assez inégalé jusqu'à présent. Ça va permettre de faire des simulations de planification urbaine. Par exemple, on va pouvoir projeter ce que va devenir Monaco demain en rajoutant des nouveaux bâtiments, des futurs bâtiments dans le modèle existant. On va être capable également de proposer une expérience très immersive de la ville, par exemple, à nos touristes, en leur permettant de se faire un street view, par exemple, de la Principauté. Les équipes du gouvernement en charge du projet ont jusqu'à la fin de semaine pour couvrir en voiture l'ensemble des rues monégasques, à raison de 30 à 40 km parcourus chaque jour. Cela sera chose faite, mais la captation 3D ne s'arrêtera pas là. Cette campagne va se dérouler en plusieurs phases. On a une première phase donc de captation véhicule, comme on le voit ici. Un peu plus tard dans l'année, on aura des captations drones et puis des captations avec un scanner dynamique embarqué qui nous permettra de faire toutes les parties qui ne sont pas roulantes, on va dire, donc les escaliers, les jardins, toutes les zones qui ne peuvent pas être couvertes par un véhicule. Après remodélisation, la nouvelle version du jumeau numérique devrait voir le jour en mars de l'année prochaine. Elle remplacera une précédente version datant de 2020. Le 7e Monaco Ypres aura lieu dans 10 jours précisément et comme chaque année avant les différents événements automobiles, les commissaires de piste se préparent à entrer en scène. Hier s'est tenue l'ultime réunion d'organisation à l'Automobile Club de Monaco. Elle a permis de donner les dernières consignes de sécurité. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Après la pratique, voici la théorie. Près de 700 commissaires de piste et encadrement de l'Automobile Club de Monaco se sont réunis une dernière fois avant le grand départ. Les consignes de sécurité sont données, tout doit être assimilé avant l'événement. Ce soir, c'est l'open d'orgue de notre préparation qui a consisté quand même en 2 jours de réunion de préparation avec des tests physiques et le résultat, toutes les analyses ont été faites. Les candidats retenus ont été convoqués ce soir, donc il y a 41 nouveaux. On avait 90 personnes qui les encadraient pendant les stages. Donc les messages sont bien passés, on va voir après sur la ville. Moi j'attends j'ai aucun souci, mais de l'ordre, de la discipline et surtout la rigueur et surtout la sécurité. Le maître mot, c'est toujours la sécurité. Et justement, en termes de sécurité, les équipements sont de plus en plus adaptés avec notamment l'évolution permanente de la technologie. On a simplement de l'amélioration au niveau des communications, des nouveaux casques. Oui, c'est la sécurité, les casques des adjoints qui sont équipés de radio et qui peuvent communiquer directement les directions course. Il devait y avoir une course qui n'a pas lieu en Ypres des voitures, des Mini. Ça a été annulé, mais ça nous posait un problème parce qu'on n'était pas préparé à cela. On s'est organisé en une semaine, bon ça se fait pas, tant mieux, mais ça nous est tombé dessus, il a fallu se débrouiller. Le rendez-vous est donc fixé le samedi 27 avril afin de vivre le 7e Monaco Ypres. Les différentes épreuves automobiles risquent en tout cas de drainer, c'est vrai, énormément de monde en Principauté et notamment dans les restaurants monégasques. Nous recevons ce soir sur notre antenne Christophe Caïteux, le co-gérant du Miami Plage, afin de découvrir comment les commerçants se préparent à cet afflux de visiteurs. Des visiteurs qui sont déjà venus en nombre à l'occasion du Rolex Monte Carlo Masters. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors, quel bilan faites-vous de la fréquentation durant le Rolex Monte Carlo Masters? C'est vrai en tout cas que l'on avait le sentiment que les plages du Larvotto étaient bondées de monde. Ça a été un événement exceptionnel. On n'a jamais connu, tous mes confrères et nous-mêmes n'avons jamais connu une telle affluence. Comment vous l'expliquez? Je sais que le Rolex a rajouté déjà des tribunes. Et ensuite, on a bénéficié d'une météo exceptionnelle, c'est-à-dire que d'habitude, pendant le Rolex, il pleut toujours 2-3 jours. Là, il a fait beau quasiment toute la semaine et avec des températures quand même très élevées. Est-ce que vous aviez dû renforcer les équipes pour l'occasion ou les saisonniers étaient de toute façon déjà arrivés? Nous sommes une affaire qui est ouverte à l'année et fort heureusement, les saisonniers étaient déjà arrivés. Donc, on a pu répondre aux sollicitations de la clientèle. Le Rolex Monte Carlo Masters en entraînement peut-être avant l'énorme rush qui est prévu pour les 3 différents Grands Prix? C'est vrai qu'on se prépare à une année exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup et de plus en plus de manifestations sur la Principauté, que ce soit ces grands événements sportifs ou bien
le centre Grimaldi avec tous ces congrès dont nous bénéficions quand même. Nous avons des retombées très positives. Alors comment on se met en ordre de marche finalement avant des événements aussi importants? Je parle évidemment du Rolex Monte Carlo Masters, mais aussi des Grands Prix. Essentiellement dans notre secteur d'activité, je pense, c'est d'avoir le personnel suffisant pour pouvoir répondre à cet afflux de clientèle. Est-ce que le stress peut parfois prendre le dessus sur la joie de recevoir autant de monde en principauté? C'est vrai que parfois sur certaines semaines ou certains week-ends, c'est noir de monde. On ne peut pas dire que ce soit du stress parce que finalement on est quand même très très content d'être mis sous pression et de recevoir autant de personnes et pas seulement sous l'aspect financier, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir que voilà, des années de travail sont récompensées et qu'on puisse bénéficier des efforts de la principauté en termes d'attractivité. Un mot sur les travaux de reprofilage de la plage du Larvoto qui vont se dérouler, qui se déroulent en ce moment même et qui vont continuer cette semaine. Concrètement, ça permet aussi de vous montrer sous votre meilleur jour à chaque fois. On les attendait avec impatience et ça aussi, ça donne du baume au cœur parce qu'on va avoir une très belle plage. Ce sont des travaux d'envergure qui sont faits chaque année et voilà, ça nous permet de bénéficier d'une belle surface totale et enfin de pouvoir mettre des sunbeds et de pouvoir accueillir des gens pour qu'ils passent la journée et profiter de la plage. En parlant de travaux, c'est vrai que la nouvelle formule du Larvoto est maintenant en place depuis un petit moment. Est-ce que vous constatez une fréquentation exponentielle? Ça augmente. Chaque année, ça augmente. Je pense que l'attractivité de cette nouvelle zone n'est plus à contester. C'est une réussite. Voilà, tous les commerçants font leur part de travail et la clientèle répond présente. Et je pense que nous sommes devenus un lieu de villégiature. Merci infiniment à vous, Christophe Caïteux, d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci à vous. Merci à vous, Julia. Hier soir, un air de Provence a soufflé sur le théâtre des Variétés. Dans le cadre de l'hommage rendu à Marcel Pagnol, l'Institut audiovisuel a proposé aux spectateurs La femme du boulanger. Le prince Albert II et les autorités monégasques ont d'ailleurs assisté à la projection de ce film culte qui retrace la vie d'un boulanger qui recherche désespérément sa femme. Et ce sont tous les villageois qui vont se mobiliser pour la retrouver car l'artisan a décidé de ne plus faire de pain tant que sa femme n'est pas revenue. Et l'auteur de La gloire de mon père sera également mis à l'honneur par le studio de Monaco qui proposera une création originale de Bernard Vanoni intitulée « Tu me fends le cœur ». Les vendredis 19 et samedi 20 avril à 20h30, toujours au Théâtre des Variétés. Et notre journaliste Vanessa Dessy se glissera d'ailleurs dans les coulisses de cette pièce, un reportage à retrouver dans votre édition de jeudi. Le premier forum des universités étrangères de Monaco s'est déroulé aujourd'hui à l'auditorium Régnier 3, un événement organisé par l'association des parents d'élèves de Monaco pour permettre aux jeunes lycéens de rencontrer 16 universités européennes. Une vraie chance pour ces jeunes qui ne savent parfois pas vers quelle voie se diriger. Reportage Émilie Flamin et Alexandra Marangoni. De l'Italie à la Belgique, en passant par la Suisse, les plus grandes universités étrangères se sont regroupées pour un moment d'échange avec des lycéens. Je voulais regarder les universités pour savoir ce que je voulais faire plus tard et dans quel pays je vais étudier pour savoir en plus. J'adorerais partir à l'international parce que moi j'ai toujours adoré voyager, découvrir de nouvelles choses. C'est quelque chose qu'on m'a enseigné depuis que je suis petite. Et c'est vrai que découvrir d'autres cultures, des manières de penser, et surtout voir d'autres horizons que la région ici, c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir dans mes études. Par ce forum, la prise de contact est facilitée et les délais d'attente pour des dossiers souvent très longs sont réduits. Un moment clé pour ces jeunes qui souhaiteraient intégrer des universités étrangères pour la poursuite de leurs études. C'est nécessaire, aujourd'hui c'est nécessaire. La majorité des études, ça passe en langue anglaise et avoir un possibilité de voir 16 universités toutes ensemble, c'est vraiment une grande place pour eux pour faire un choix plus ciblé sur leur intérêt de vie. Une mobilité soutenue par le gouvernement monégasque.
Lors de l'avènement du prince souverain en 2005, c'était un axe fort qu'il avait indiqué dans son discours de dire aux jeunes monégasques d'aller à l'étranger et de revenir avec leur talent. Donc c'est soutenu notamment par des bourses. Il y a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 30% de nos élèves qui vont dans ce qu'on appelle les grandes écoles et très grandes écoles où parfois c'est très cher. Et bien le gouvernement princier met un bonus, si j'ose dire, au niveau financier pour que ces élèves ne puissent pas être freinés financièrement et puissent aller dans ces écoles. Aujourd'hui, 15% des étudiants monégasques quittent Monaco ou la France pour leurs études supérieures. Parlons sport pour poursuivre ce journal. Monaco participe en ce moment au championnat d'Europe des nations de squash à Bucarest en Roumanie. La compétition a d'ailleurs débuté ce mercredi pour les Monégasques. Frédéric Elion et Lionel Bernardi les ont rencontrés à l'entraînement juste avant leur départ. 11 ans après la dernière participation d'une équipe masculine, Monaco retrouve le championnat d'Europe des nations de squash. Après Amsterdam en 2013, les Monégasques sont à Bucarest en Roumanie depuis mardi. 14 équipes participent à cette compétition où Monaco se retrouve dans une poule corsée avec le Liechtenstein ainsi que la Croatie et la Lituanie, deux nations déjà affrontées en 2013. Bon, Liechtenstein, c'est les favoris. Très très grosse équipe qu'on avait déjà rencontrée pendant les Jeux des petits États. Et donc les matchs vont se dérouler. Après avoir rencontré les trois autres équipes, on va voir si on arrive à sortir des poules et à combien. C'est la première fois qu'on représente une équipe homme depuis très longtemps. Donc on espère gagner des matchs et des rencontres dessus pour l'instant. Format de la compétition, 4 matchs en simple par confrontation. L'équipe monégasque est composée d'Arnaud Baldoni, Christophe Ballerio, Sébastien Dassonville, Nicolas Carpi et Sam Hénin. Le benjamin de l'équipe découvre cette compétition à seulement 16 ans. C'est une très grande fierté de pouvoir participer et je suis très honoré de pouvoir représenter Monaco en Roumanie. L'objectif, je pense, est principalement de s'amuser et après, pourquoi pas, de faire un résultat. C'est ce genre d'expériences qui nous font progresser et qui sont bons à prendre pour l'avenir. Pour son entrée en lice, mercredi, Monaco s'est incliné 4-0 face au Liechtenstein. Prochain adversaire, la Croatie, quart de finaliste l'an passé, puis la Lituanie jeudi. Chaque saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donne 2 concerts de musique de chambre à la Maison de France, rue Grimaldi. Ce mardi 16 avril, c'est le Quatuor Monoïkos qui a interprété du Debussy et plusieurs œuvres de Guillaume Lequeux. José Sacré et Olivier Bonello vous emmènent à l'occasion d'un reportage dans cette atmosphère intime propice à l'écoute de ce style musical. Créé il y a 25 ans par Nicole Curo, premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Quatuor Monoïkos a vu se succéder en son sein au fil des années de nombreux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. La jeune génération actuelle se compose de Il Yongche violon, Thomas Bouzy alto et Caroline Roland violoncelle. Au programme de ce concert donné par le Quatuor Monoïkos à la Maison de France, Claude Debussy et Guillaume Lequeux. Guillaume Lequeux, natif de Verviers en Belgique, comme Nicole Curo, fut l'élève de César Franck et de Vincent d'Indy. Ses œuvres rares, il est mort en 1894, à l'âge de 24 ans, mettent en relief un tempérament remarquable et une extraordinaire richesse d'idées. Une perte énorme, en effet. On aurait pu espérer des compositions fabuleuses. Donc il est vraiment mort au tout début de sa vie d'adulte. D'ailleurs, les pièces que nous jouons ce soir ont été écrites presque par un grand adolescent, à 18-19 ans. Donc c'est extraordinaire la profondeur, la musicalité que ce jeune homme avait en lui. La seule composition de Claude Debussy pour quatuor à cordes, le quatuor à cordes en sol mineur opus 10, un chef-d'œuvre du répertoire de musique de chambre, a terminé ce beau moment de musique très applaudi. Prenons la direction du marché de la Condamine où s'est déroulée hier soir la British Party. De la musique et des plats traditionnels anglais ont pu régaler l'assistance. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, il y avait du monde pour profiter de cette belle soirée. On retrouve Frédéric Elion pour faire le point sur les conditions météo. Quel temps fera-t-il jeudi, Frédéric ?
Le temps sera variable, Julia, avec un grand soleil le matin, puis l'après-midi. Le ciel va se couvrir avec quelques averses passagères. Il y aura aussi du vent, avec des rafales à 50 km/h. Les températures seront comprises entre 10 et 16 degrés jeudi 18 avril. Ce sera la Saint-Parfait. Comme vous, Frédéric, merci en tout cas pour ces prévisions météo complètes. Nous l'avons entendu avec notre invité Christophe Keitte, la plage du Larvoto est déjà prête pour la saison estivale. Le soleil et le public étant plus que jamais au rendez-vous. Mais pour que les usagers soient accueillis dans les meilleures conditions, le complexe balnéaire réalise ses traditionnels travaux de reprofilage. Vous pourrez d'ailleurs retrouver un reportage à ce sujet demain dans ce journal. Mais pour l'heure, je vous propose les clichés de Stéphane Dana. C'est déjà la fin de cette édition. Rendez-vous dès demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. En attendant, passez une très belle soirée.